Alors, aujourd'hui, ma tâche, c'est d'interviewer Jean-Michel Salansky à propos de ce que vous appelleriez un petit livre par la taille, mais en fait, pour un grand livre qui s'appelle Le fait juif. D'abord, je dois vous dire une chose, je ne suis pas un intervieweur standard, puisque d'habitude, l'intervieweur, il fait comme s'il ne connaissait pas, il pose des questions et il attend des réponses. Bon, moi j'ai un préjugé, c'est pas que j'ai un préjugé, même quand j'ai commencé à lire le fait juif, j'avais forcément un préjugé en faveur de Jean-Michel, pour la raison suivante, c'est que je peux dire que avec lui, je n'ai pas de divergence à peu près sur quoi que ce soit, sauf dans des cas, parce qu'on a les mêmes références, Lévinas, éventuellement Husserl, et encore les mathématiques et d'autres choses. Et donc, par rapport à lui, la plupart des choses, je suis ou d'accord, ou j'apprends de lui, ou dans des cas tout à fait exceptionnels, je suis en désaccord, mais c'est les cas exceptionnels où il a tort, c'est tout. Donc ça... Après, il pourra me dire le contraire quand il voudra me répliquer. Alors donc, et là, je l'interviewe sur ce livre, qui est vraiment un très grand livre, pour la raison suivante. C'est une raison que vous trouvez très rarement sur des livres qui parlent du judaïsme. C'est qu'il n'y a pas de contresens sur les sujets qu'il traite. D'habitude, tous ceux qui parlent du judaïsme prennent un aspect et ne comprennent pas les autres, ou même pas le premier, et ils font des décalages sur la notion de religion juive, sur la notion de peuple juif. Il y en a qui ne se rendent même pas compte qu'il existe un peuple juif, et ainsi de suite, sur la tradition juive, sur ce qu'est le Talmud. En fait, c'est un festival de contresens sur tous les livres qui traitent du judaïsme. Et si vous ne trouvez pas ça, vous trouvez un livre qui, d'un bout à l'autre, est exact. Voilà. Donc vous pouvez faire foi, vous pouvez l'étudier, et c'est vraiment l'occasion de vous procurer, d'acheter ou d'emprunter ou tout ce que vous voulez, un livre qui ne peut pas vous tromper. Voilà, ça c'était mon introduction. Ça va? On n'entend pas? Ça va? Oui. Alors la première chose qui est tout à fait remarquable d'abord, c'est le titre, le fait juif. Ce titre est extrêmement bizarre et vous voyez tout de suite la spécificité de ce cas. Vous ne dites pas le fait français, vous ne direz pas le fait américain, vous ne direz pas le fait chrétien. On ne s'exprime pas comme ça. Le fait juif, c'est une expression spécifique ici qui marque tout de suite la spécificité du sujet dont on va traiter, le fait. Alors, j'ai réfléchi, quand est-ce qu'on dit le fait? Moi, sans doute j'ai oublié des cas. Le seul cas où ça me paraît justifié de parler d'un fait, c'est le fait révolutionnaire. Mais je ne vous dis pas que le fait juif, c'est forcément révolutionnaire. Mais le fait révolutionnaire, ça ne me choque pas. Mais si on me dit le fait, ce que je sais, moi, le fait indien, tout ça, je ne comprends pas ce que ça voudrait dire. Voilà. Alors, donc ma première question, c'est qu'il nous développe ce qui est... dans quel sens il parle du fait juif. Merci Georgie aussi pour les choses incroyablement favorables que tu as dites avant et qui me touchent beaucoup. Donc, le fait juif, ben évidemment, c'est très important pour moi d'avoir choisi ce titre et cette locution pour présenter ce dont je parle, pour deux raisons en fait. Une première raison, c'est qu'il me semblait important de rompre avec une autre formulation à laquelle nous sommes habitués, et aussi nous sommes habitués à cette autre formulation dans la philosophie, qui est la formulation « la question juive ». Il y a deux ouvrages extrêmement célèbres qui ont donné des lettres de noblesse à l'expression « la question juive », l'un de Marx, l'autre de Sartre. Et il m'a semblé, des années après, qu'on ne pouvait plus utiliser l'expression « la question juive » en éliminant complètement une manière d'entendre la question juive, qui est extrêmement nocive. La question juive, ce serait la question posée par l'existence des juifs au monde non juif. Et donc, l'idée, ce serait, il faut résoudre ça. Bon.
Alors là, je voulais absolument éviter, bien sûr, une telle interprétation, et donc il me semblait important de trouver une autre manière de désigner ce sujet de réflexion, ce thème. Maintenant, il y a un deuxième aspect des choses qui est plus fondamental, c'est que j'ai une certaine manière de comprendre le mot « fait ». Et pour me suivre dans cette manière de comprendre le mot « fait », il faut revenir à l'étymologie, et donc il faut entendre le latin « factum ». Et « factum », ça désigne ce qui a été fait. C'est-à-dire que le fait, ça nomme un fait accompli, si vous voulez. Et ce que je voulais dire, c'est que quoi qu'on puisse penser, au moment où on commence à s'intéresser aux Juifs, au judaïsme, à toute la constellation qui est évoquée par ces quelques mots, eh bien, le point de départ, qui est absolument indéniable, c'est qu'il y a un fait accompli dans l'histoire. Il y a quelque chose qui, dans l'histoire, chemine depuis très longtemps et qui arrive jusqu'à nous. Il y a un fait juif. Il est question, il y a une entreprise qui continue au fil des siècles, et quoi qu'elle ait pu réussir, en quoi qu'elle consiste, en tout cas, elle s'est fait entendre dans l'histoire, et chacun a entendu parler des Juifs, du judaïsme, de ce qui est arrivé aux populations se réclamant de cette entreprise. Et donc, le fait juif, pour moi, ça désigne ce point de départ. Nous avons à comprendre la persistance dans l'histoire depuis de très longs siècles de quelque chose, et est-ce que nous avons pris le temps d'essayer de nous faire une idée précise de ce dont il s'agit. Dans ce qui se trimballe depuis tous ces siècles, est-ce que nous avons réfléchi à ce dont il s'agit? Donc c'est ce que voulait signaler l'expression « le fait juif ». Et je réponds par avance à une question qui m'a été parfois posée dans des circonstances similaires à celles de ce soir. Quand je dis « le fait juif », je ne veux pas du tout impliquer par là que c'est fini, pas du tout. Non seulement ça arrive dans l'histoire jusqu'à nous, non seulement ça chemine dans l'histoire jusqu'à nous, mais ça nous traverse, ça va plus loin. Donc le fait juif, ça désigne en général ce mouvement dans l'histoire de quelque chose qui insiste dans l'histoire, qui persiste dans l'histoire et qui aussi fait effort pour continuer. Et c'est tout ça que je désigne du mot avec l'expression le fait juif, à la fois tout ce qui a été et qui arrive jusqu'à nous, et c'est ce qui se poursuit au-delà de nous. Voilà. D'autant plus que d'habitude, quand on parle de fait, on le localise dans le temps. Voilà, c'est un fait. Ouais. Aujourd'hui, c'est un fait. Mais ça ne préjuge en rien de ce qui va se passer. Oui. Tu me rappelles qu'il y a un autre malentendu à lever à propos de cette expression, c'est que je ne comprends pas du tout les faits au sens positiviste. Tenez compte des faits, limitez-vous aux faits dans votre présentation journalistique. Les faits, ici, ce n'est pas du tout quelque chose de positif et de facile à arrêter. Parce que vous comprenez bien que ce fait accompli dans l'histoire de tout le cheminement de l'entreprise juive, c'est au-delà de tout constat positiviste simpliste. Comment enregistrer toute l'information en question? On ne saurait pas dans quel langage la mettre, quels indices sélectionner. Donc ce n'est pas du tout un fait positiviste. C'est un fait historique, c'est un fait ouvert vers le futur, et c'est un fait dont on comprend qu'il est illimité dans son contenu. Pardon. Alors, ma deuxième question, en fait, elle s'embraye un peu sur ce qui vient d'être dit. C'est une question qui se pose pas seulement. C'est une question qui se pose pas seulement à quelqu'un qui voit les choses de l'extérieur, mais ça s'impose. Cette question, c'est l'objet d'innombrables débats à l'intérieur du judaïsme, à l'intérieur des gens qui se réclament d'une façon ou d'une autre du judaïsme. C'est la question, si on peut dire ainsi, on en parle beaucoup dans les journaux, question d'identité. Maintenant, on parle beaucoup de l'identité française, des réveil des identités, tout ce qu'on voudra. Alors, il y a un problème de l'identité juive. Est-ce qu'on peut, entre guillemets, définir une identité juive? Et là, tout de suite, dès qu'on entre dans ce genre de problème, vous en avez une actuellement qui est prévalente dans son erreur, c'est la manière dont le monde islamique a décidé de l'identité juive. Pour le monde islamique actuellement, ce n'était pas toujours le cas dans le passé, mais actuellement,
étant donné les problèmes que je ne voudrais pas après soulever, le problème d'Israël, de l'État d'Israël, mais actuellement dans le monde islamique, l'identité juive se réduit à être une religion. Vous voyez. Ça, c'est presque la théorie à la fois officielle et vécue par les masses islamiques. Mais en tout cas, c'est la théorie officielle. Eh bien, les juifs, c'est la religion juive. Quand on a demandé un jour, je sais que Simsvili, qui était le secrétaire des travaillistes, qui a assisté aux négociations des accords d'Oslo, et alors il a parlé avec Arafat, et il a dit « Monsieur le Président, finalement, qu'est-ce que vous accepteriez des Juifs en Israël ?» Il a dit « La synagogue de Tel Aviv et un hectare autour ». Donc ce n'était pas une boutade, c'était pour dire « Oui, nous reconnaissons les Juifs comme une certaine religion au sein de... » Alors, pour moi, la question, c'est, ici, voilà un bon exemple sur la question de l'identité, donc il faut forcément en parler. Donc, ce que je demanderais à Jean-Michel d'exposer de façon suffisamment compréhensible pour tout le monde, comment il voit ce problème de l'identité juive dans lequel, je répète, il a évité énormément de malentendus, plus exactement d'incompréhension. Alors, oui, donc, en fait, ce que j'ai à expliquer, c'est que le livre, à vrai dire, évite le thème de l'identité juive. Ce n'est pas tellement de ça que je veux parler. Mais pour le comprendre, il faut procéder à une mise au point sur des choses comme l'identité juive. Donc, l'identité berrichonne, comme me disait un ami dont je discutais de ces choses il y a très longtemps, et ainsi de suite. Ces expressions, donc l'identité berrichonne, l'identité française, l'identité tourangelle, ça évoque une certaine manière de comprendre l'identité qui favorise un mal qui est le mal de l'identitarisme. Et donc, qu'est-ce que c'est que le mal de l'identitarisme ? C'est de supposer qu'il y a des attributs qu'on peut s'attribuer à nous-mêmes. Donc, je suis berrichon, je m'attribue l'identité berrichonne. Et, premièrement, cette attribution irait de soi, ne comporterait aucune angoisse. Et deuxièmement, elle serait finalement purement un bénéfice. Donc, l'identité, c'est un prédicat, comme on dit en logique, que je m'applique à moi-même. Et je n'ai que des bénéfices. Une fois que je me le suis appliqué à moi-même, je n'ai plus qu'à tirer indéfiniment les bénéfices de cette identité. Alors, s'il fallait parler d'identité juive, il faudrait évidemment envisager l'identité tout à fait autrement. Et donc l'exemple que je prends souvent pour expliquer cette idée, je prends l'exemple de l'identité d'enseignant, parce que c'est quelque chose qui se trouve proche de moi, et à vrai dire de ma famille, puisqu'on enseigne depuis toujours dans la famille. Et donc, en fait, dire « je suis enseignant », m'attribuer le prédicat, bon, je peux le faire commodément, parce que c'est un repérage institutionnel, mais en fait, enseigner, c'est un si haut idéal pour moi. Réussir à enseigner, transmettre les connaissances, trouver la bonne manière de débiter le savoir pour qu'il arrive dans le cerveau des autres. En fait, je ne me sens pas à la hauteur. À peine j'ai commencé à réfléchir 5 secondes, j'ai envie plutôt de dire « c'est pas moi l'enseignant, c'est le type d'à côté, jugez-le, il fait mal ». Bon. Et donc ça, là, on est vraiment dans quelque chose qui compte. Et donc l'identité, il faut comprendre que si on devait parler d'identité juive, ce serait au sens où on parle de ces identités qui ne sont pas des attributs qu'on se donne confortablement, mais qui sont immédiatement des exigences et on redoute de ne pas être à la hauteur. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, si jamais je m'attribue quand même le prédicat, à ce moment-là, ce prédicat, ça veut dire que j'ai été un peu prétentieux, mais bon, ça arrive. Bon, je me considère comme un enseignant. Malgré tout, même dans cette hypothèse favorable, la conséquence, c'est que je deviens responsable pour le futur de ce que sera un enseignant. Si vous acceptez ce genre d'identité,
qui sont en fait pas des identités, mais des exigences, si vous les endossez, ça veut dire que vous prenez la responsabilité de ce qui va advenir dans le monde, dans le futur, d'un tel contenu. Et donc, identité juive, si on voulait employer l'expression, il faudrait l'employer en ce sens-là, en évoquant quelque chose qui, premièrement, est principalement une exigence, et dans la mesure où je me l'attribue, j'endosse la responsabilité de ce dont il retourne pour le futur. Comme, en fait, notre débat, il est contaminé à tel point que l'identité a majoritairement le sens de l'identitarisme dans les débats qui sont les nôtres, j'ai pensé qu'il était plus intéressant de déplacer les choses et de se demander pas ce qu'était l'identité juive, mais ce qu'était le fait juif, c'est-à-dire, au fond, poser la question de l'identité du fait juif. Et ça, c'est une question qui est posée dans le livre. Je me demande, pour comprendre le fait juif, dans quel genre de catégorie faut-il l'inclure? Et c'est là qu'on rejoint ce que disait Georgie, puisque une des choses qu'enseigne le livre, c'est que la catégorie de la religion est mauvaise. Si vous subsumez le fait juif comme religion, comme cas de la religion, vous passez à côté de ce dont il retourne. Bon, je suppose que tout le monde a compris bien. Et en fait, la troisième question embraye aussi sur encore une fois sur cette identité. Alors, quand on regarde cette question, il a répondu, mais il n'a quand même pas expliqué comment ça se fait qu'au sein du monde juif, je vais parler du monde juif, bon, c'est pas... Tu as le droit. C'est le droit. Au sein du monde juif, vous avez des divergences qui apparaissent comme radicales. Vous avez des différences entre les uns et les autres qui apparaissent comme l'un est le diable de l'autre et l'autre est le diable de l'un. Après, je pourrais vous parler de ça éventuellement. Plus le micro bien d'après David. Oui. Comment? Il ne faut pas faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Très bien, comme ça. Donc, je prendrai, mettons, un exemple. Vous voyez que le monde juif est traversé par des discussions entre ceux qui sont, entre guillemets, pieux, je dis bien entre guillemets pieux, et ceux qui en sont, entre guillemets, alors, soit non pratiquants, soit agnostiques, soit quasiment assimilés, qui se reconnaissent quand même comme juifs, parce qu'il y a beaucoup de juifs qui se reconnaissent comme juifs, et pourtant, ils n'ont rien à voir avec la tradition juive, quasiment rien avec l'expérience juive, mais quand même ils se reconnaissent comme juifs. Il suffit qu'ils aient eu des ascendants juifs et ils savent qu'ils sont juifs, ils ne renient pas. Il y a beaucoup de juifs qui sont dans cette situation. Alors comment est-ce que tu peux, je dirais, admettre cette division interne au monde juif, aussi radical, et malgré tout, la rattacher à une unité quand on parle de le fait juif. Il faut bien dire que comment on va pouvoir mettre ensemble, qu'est-ce qui va quand même relier des personnes qui ont des visions, des systèmes de valeurs tellement opposés. Oui. Oui, alors évidemment, c'est à nouveau une question très importante. L'idée du livre, c'est que, paradoxalement, le dénominateur commun entre les Juifs, c'est quelque chose que beaucoup d'entre eux ne connaissent pas, hein, et qui est ce qu'on appelle de loin le judaïsme orthodoxe. Et ce qu'on appelle de loin le judaïsme orthodoxe, c'est la compréhension selon laquelle les Juifs sont un peuple qui a observé une certaine loi. Et tout le sens de l'entreprise, c'est de réussir, à travers l'observance de cette loi, une société radicalement juste, avec l'idée que c'est uniquement en passant par l'intermédiaire de l'extrême embarras de toutes ces lois à suivre, extrême embarras pour chaque vie personnelle, c'est uniquement de cette manière qu'on aura une humanité éveillée et vigilante et qui sera capable de s'ouvrir au maximum de ce que l'éthique demande de nous. Si on veut un monde où tout le monde est prêt à faire l'illimité de ce qui est demandé par chaque personne autre devant nous, eh bien, il faut une vigilance, et il faut que cette vigilance, elle soit
instaurée, travaillée, élaborée, préservée de façon collective. Et l'idée, c'est que la loi juive, c'est exactement ça. C'est quelque chose qui met tout le monde en condition de s'engager dans la construction de cette société radicalement juive, où les portes ne sont pas fermées à l'émotion éthique. Et donc, alors, évidemment, ce judaïsme, qui est un judaïsme défini par la loi, il n'est assumé complètement, chaque jour, par ce qu'on appelle l'observance de la loi, dans un pays comme la France, que par une minorité des Juifs. Mais néanmoins, je pense que ce projet juif, compris de cette façon, autour de la loi juive, ça reste ce que tous les Juifs ont en partage, même ceux qui lui tournent le dos, ou même ceux qui le comprennent autrement. Et justement, si on travaille en profondeur à comprendre ce projet d'aller vers la société radicalement juive à travers l'observance de la loi juive, au niveau du laboratoire d'un peuple, et tout ça, il y a beaucoup de choses très compliquées à comprendre dans tout ça. Mais si on comprend tout ça, on retrouve les traits de caractère, les coutumes, les préférences culturelles, les orientations existentielles de tous les Juifs. Donc, ce projet, dans son exigence, et même s'il n'est objectivement assumé que par un petit nombre, il est le bien commun de tous ceux qui se rattachent à l'histoire du peuple juif. Bon, alors là, je vais ajouter des choses que j'ai tirées de ce livre. Là, tu n'y as pas insisté, mais je vais ajouter une donnée que Jean-Michel ne connaît pas, que moi je connais par hasard, justement sur ce problème de la division. Comment est-ce qu'on peut trouver malgré tout une unité, une possibilité d'unité en dépit de cette division? Alors, c'est une explication qu'a donnée un des grands maîtres de la génération précédente, le Rav Kook. Il a expliqué, dans un texte assez célèbre, voilà, nous sommes divisés. Nous sommes divisés. Grosso modo, il y a chez nous 3 forces. La première force, c'est ceux qui sont pratiquants. Il appelle ça ceux qui sont rattachés, j'y reviendrai, entre guillemets, au sacré. Ceux-là, ce sont ceux qui pratiquent la loi, qui sont soumis à la loi, aux exigences toujours plus ou moins fortes, mais au commandement. Ça, c'est un premier groupe. Un deuxième groupe, ce sont ce qu'il appelle ceux qui sont attachés à l'élément national, dont Jean-Michel parle aussi dans son livre à plusieurs reprises, ceux qui sont attachés en somme à l'élément peuple, mais peuple au sens, un peuple qui a vocation à être une nation, un État sur une terre, comme un autre peuple, exactement comme les Français, les Hongrois, les Polonais, etc. Et ceux qui sont attachés à cette identité nationale. C'est un deuxième groupe qui peut être en conflit, non pas armé, presque armé, avec le premier groupe. Vous voyez ? Alors le premier groupe va dire pique-pendre des nationaux, et les nationaux vont dire pique-pendre des pratiquants. Heureusement, il y en a quelques-uns qui sont à la fois nationaux et pratiquants, quand même qui donnent un terrain commun. Et il y a un troisième groupe qui est peut-être aussi important que les deux autres. Ce sont les humanistes, ceux pour qui le judaïsme se réduit aux valeurs universelles de l'éthique, de la justice, du bien. Vous voyez, tout leur credo, c'est le judaïsme, c'est directement attaché aux prophètes dans leur message universel, message de paix, message de justice, le cri contre l'autorité des dictateurs, etc. Vous voyez. Donc vous avez ces 3 groupes. Ces 3 groupes, les religieux qui se rattachent au sacré, entre guillemets, les nationaux, pour qui c'est le peuple, c'est la construction d'une société, organiser une société qui a une certaine indépendance, ce qu'on retrouve aussi dans le livre de Jean-Michel. Et le troisième groupe, ce sont ceux qui se vivent très bien comme juifs, mais animés
je dirais pas de bonne conscience, mais animé, soutenant partout les valeurs universelles. C'est pourquoi vous avez toujours eu des juifs qui étaient des libéraux. En général, en Amérique, les libéraux, je ne dis pas que les libéraux sont des juifs, je dis que beaucoup de juifs, énormément de juifs, se rattachent aux valeurs libérales de la société américaine. C'est pourquoi beaucoup votent en général plus à gauche qu'à droite, sauf quand des nécessités de leur vie économique demandent plutôt qu'ils soient à droite. Mais en général, la majorité des juifs américains sont du côté libéral. Ils soutenaient la lutte contre la ségrégation des Noirs et toutes choses semblables. Donc vous avez ces trois groupes. Les orthodoxes qui se rattachent au sacré, les nationaux c'est le peuple juif, et le troisième groupe, les humanistes. Et vous voyez que dans la société juive à l'extérieur, ou juive partout, même en Israël, dans chaque communauté, vous avez ces trois groupes qui tous se reconnaissent néanmoins comme juifs. Alors, le Rav Kook, devant cette situation, il dit, mais attendez, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que dans toute société, pas seulement la société juive, dans tout peuple qui a une vitalité, qui a sa vitalité, il y ait ces trois formes. Mais, il y a quand même un mais, il faut je continue son analyse, celle-là, elle n'est pas dans ton livre, mais je pense que tu serais certainement... C'est bien qu'on fasse une soirée sur ton livre. Oui, c'est... Non, mais... Attends. Just joking. C'est une pique, mais disons que je me permets de prolonger ce que je vois dans ton livre, parce que je peux trouver la preuve de tout ce que je dis dans ton livre. Okay. Et le problème là, c'est le problème de la tolérance. C'est le problème de la tolérance. L'équilibre peut se produire si, dès l'instant où les uns et les autres n'entrent pas dans l'intolérance. L'intolérance ne consiste pas à ne pas développer ce que l'on veut pour soi. Non, ça c'est parfaitement logique. Là où il y a je prendrai une expression non possumus, là où on dit non, là où on ne peut plus, c'est si l'un ne supporte plus l'autre. Alors, c'est très souvent qu'il existe une intolérance, mais elle, malgré tout, dans ses formes extrêmes, elle est très limitée. Il n'y a pas une intolérance qui empêche l'unité de ces différences. Alors, je ne veux pas continuer l'analyse du Rav Kook pour montrer jusqu'où va son refus de l'intolérance. Après, éventuellement, je vous compléterai ça. Voilà ce que je voulais dire sur ce point de vue. Alors, la question, j'ai là une quatrième question. Alors, je voudrais parler de l'extermination, du souvenir de la Shoah. Alors, tu as des développements, vous verrez des développements extraordinairement précis, raffinés, qu'il faut lire, qu'il faut méditer dans le livre de Jean-Michel sur la Shoah, sur l'extermination, comme il dit. Il a choisi le terme d'extermination qui est parfaitement justifié plutôt que l'Holocauste, plutôt que même que la Shoah, qui était très bien pour un film, mais la Shoah comme définition de l'extermination, c'est quand même, il y a une imprécision. Quand tu dis la Shoah, c'est la catastrophe. Non, la Shoah, c'était l'extermination, comme il l'explique très bien. Maintenant, ceci étant, comment tu rattaches, ce que tu fais aussi dans ce livre, comment tu rattaches ce problème de l'extermination aux choses qu'on vient de dégager, c'est-à-dire le fait juif, les divisions, enfin les trois éléments que j'ai évoqués précédemment. Voilà. Oui, donc il y a un chapitre, il y a plusieurs chapitres dans le livre et chacun
correspond à une manière de regarder le fait juif. Donc le premier chapitre, le plus long et le plus important, c'est le fait juif au regard de la loi juive, puisque vous avez bien compris, ma thèse, c'est que le noyau de ce dont on parle, c'est cette loi juive qui est élaborée par les docteurs, qui est consignée dans le Talmud, et qui définit une observance pour chaque juif chaque jour, et qui elle-même est liée à l'horizon de la construction d'une société juste au niveau d'un peuple. Donc ça, c'est le premier chapitre, le fait juif au regard de la loi juive. Ensuite, il y a un chapitre, le fait juif au regard de l'extermination. Il y a un chapitre, le fait juif au regard de l'État d'Israël, l'expérience nationale contemporaine. Et enfin, il y a un chapitre, le fait juif dans sa résonance, où je veux essayer de parler de ce qui arrive jusqu'à l'humanité dans son ensemble de l'entreprise juive. Parce que je pense qu'il y a une retombée de l'entreprise juive pour l'humanité dans son ensemble. Donc il y a ce chapitre qui est le fait juif au regard de l'extermination. Et le problème que ça pose, c'est que, d'abord, je dirais dans le problème, il y a d'abord une gêne qui est que je vois que dans le monde qui est le mien, qui est le vôtre, une des occasions par excellence où on se met à s'intéresser aux juifs, au judaïsme, etc., c'est quand on parle de l'extermination. Et donc on a l'impression que le fait juif, il est, pour ainsi dire, capturé par une énorme tragédie, qu'on ne peut en parler qu'à travers et à l'occasion de cette énorme tragédie. Donc en fait, il y a déjà un problème, c'est qu'on ne voudrait pas avoir à parler du fait juif uniquement dans ce contexte. C'est un premier problème. Mais maintenant, il y a un deuxième problème, c'est que du fait que les Juifs se sont trouvés engagés dans cette tragédie, beaucoup de gens ont tendance à considérer que cette tragédie, dans sa brutalité terrible, dit une vérité sur le fait juif, sur l'expérience juive, sur la tradition juive. Or ça, il n'est pas question de le concéder. Nous n'allons pas considérer que la violence et la brutalité nazie étaient une forme de savoir du fait juif. Donc voilà, on marche sur des œufs pour parler de cette affaire. Mais néanmoins, il faut faire droit au fait que, en dépit de tout ce que j'ai dit, c'est parfaitement inévitable d'avoir aussi à parler du fait juif dans le contexte de l'extermination par rapport à l'extermination. Parce que l'extermination est une affaire trop grave pour qu'on puisse ne pas en parler. Et parler de l'extermination en omettant complètement cette dimension, comme ça a été fait, souvent. Par exemple, dans les démocraties populaires, c'était comme ça qu'on faisait, ça ne va pas non plus. Et donc j'essaie de déterminer de quelle manière c'est pertinent, à l'occasion de l'extermination, dans le contexte de l'extermination, de parler du fait juif. Et en gros, à mon sens, c'est pertinent de deux manières. D'une part, il y a à comprendre l'invention par les nazis d'une nouvelle forme de haine. Et donc j'essaie de décrire qu'est-ce que c'est que la haine anti-juive nazie, l'anti-judaïsme nazi, qui est tout à fait différent de l'anti-judaïsme chrétien traditionnel, par exemple. Et donc j'essaie de le décrire. Et je le décris comme une espèce d'allergie et de haine qui est tournée vers le fait même que les Juifs forment un sous-groupe, alors même que les Juifs dans l'Allemagne que connaissait Hitler n'avaient pas vraiment énormément une vie communautaire, mais quand même Hitler leur reprochait, contre toute évidence éventuellement, d'être ensemble mystérieusement, et qu'ils soient ensemble mystérieusement, c'était déjà un avantage intolérable. Et qu'ils fussent ensemble mystérieusement, même s'ils avaient une différence minimale à l'égard du peuple allemand, c'était encore plus intolérable. Donc cette haine anti-juive, c'est à la limite une haine du semblable. Et c'est une haine du sous-groupe quasi indiscernable, et qui va en vouloir à ce sous-groupe sa simple concrétion, qui va reprocher à ce sous-groupe sa simple concrétion de sous-groupe. Et de même, tourner vers l'individu, c'est la même chose. C'est-à-dire que, là je suis l'enseignement de Lévinas, c'est que l'antijudaïsme nazi, il est tourné vers les juifs, mais il regarde les juifs avec une espèce d'exaspération illimitée qui est telle que, évidemment, la cible c'est les juifs, et c'est spécifié dans des lois, mais on reconnaît assez facilement que derrière cette exaspération qui ne se reconnaît aucune borne,
il y a l'idée que n'importe quel autre que moi, à la limite, est insupportable. Il va me déranger un jour ou l'autre. Je ne sais pas quand, mais il faut le piétiner, l'écraser par avance, parce qu'il ne sera pas toujours coopératif vis-à-vis de la seule cause qui est bonne, qui est la mienne. Donc j'essaie de dégager ces formes de la haine anti-juive nazie, qu'elles soient tournées vers l'individu ou vers le groupe. Et il y a un deuxième niveau où le fait juif compte dans notre réflexion sur l'extermination, c'est tout le niveau de ce qu'on appelle le devoir de mémoire. C'est-à-dire que l'humanité a intégré, à mon avis, de façon correcte, il n'y a rien à redire à ça, que nous avions à toujours revenir sur ce passé en pensée, de toujours faire le travail de porter notre mémoire vers l'ensemble de ces événements du passé, que nous avons un devoir de mémoire. Alors ça exaspère les gens, beaucoup de gens sont très agacés vis-à-vis de ça, même des gens en principe très intelligents et de bonne volonté. Beaucoup de gens sont très agacés par le devoir de mémoire, à la fois parce qu'ils n'aiment pas le devoir, donc devoir de mémoire, c'est un cas particulier de devoir, et deuxièmement parce qu'ils se disent que la mémoire, c'est l'affaire d'une discipline particulière, qui est la discipline de l'histoire. Et qu'est-ce que c'est que cette idée que tout le monde aurait le devoir de mémoire? Bon. Donc j'ai essayé d'expliquer comment, en fait, deux choses principalement, pour aller vite. D'abord, que l'histoire, comme discipline scientifique, a besoin justement du devoir de mémoire, c'est-à-dire qu'il faut revenir vers ces événements, mais en regardant chaque épisode comme contingent, c'est-à-dire ne pas consentir à l'espèce de l'enchaînement nécessaire, de la linéarité de tout ce qui s'est passé, mais regarder chaque épisode comme quelque chose qui n'aurait pas dû avoir lieu, et donc faire le travail qui est exactement celui de la science historique, c'est-à-dire d'envisager une variation des passés contingents, en quelque sorte, qui aurait évité le futur immédiat dans son horreur. Donc j'essaie d'expliquer ça. Enfin, à la fin du livre, et je l'annonce dans le chapitre consacré à l'extermination, j'essaie de montrer que dans le devoir de mémoire, l'humanité dans son ensemble reprend et assume quelque chose qui est un des apports de l'entreprise juive à l'humanisme, disons, et que c'est donc une bonne chose. Mais ça, on en parlera plus tard, donc même chose ce soir. Bon, après, alors c'est ma dernière question que je vais poser après. C'est vous qui poserez des questions, et c'est Jean-Michel qui répondra. Ma dernière question concerne... Alors, vous savez que Jean-Michel est aussi un philosophe, donc, et que vous savez que Lévinas était aussi un philosophe. Voilà, deux philosophes. Après la guerre, en 1947, Lévinas a publié un article qui s'appelait « L'être juif ». Ce n'était pas le fait juif à l'époque, c'était « L'être juif » qui se recouvre avec une partie de ce que Jean-Michel développe. Mais Jean-Michel ajoute des choses par une réflexion d'ordre philosophique sur le rapport au temps du peuple juif, ajoute quelque chose à ce que Lévinas avait expliqué en 1947. Qui tient compte des développements qui sont intervenus depuis. Donc ça s'appelle dans le chapitre intitulé Résonance, mais c'est la première partie du chapitre Résonance, disons, le fait juif et le rapport au temps, mais vu cette fois d'un point de vue plus abstrait, plus philosophique, si on peut dire, dans des catégories philosophiques, mais qui sont loin d'être disconnectés de la réflexion de tous les jours. Mais n'empêche qu'on passe à un niveau, ça sera le dernier pour les questions que je poserai. Oui, alors donc c'est le développement qui concerne la mémoire. Donc dans ce dernier chapitre, le fait juif dans sa résonance, j'essaie de dégager trois aspects de la tradition juive qui peuvent être immédiatement repris, compris par l'ensemble de l'humanité et où l'ensemble de l'humanité peut trouver son bon pain, en quelque sorte. Et donc les trois mots, c'est humain, mémoire et concret. Et donc je vais vous parler seulement du mot mémoire. Alors qu'est-ce que j'ai à dire sur la mémoire? D'abord, je voudrais attirer l'attention de tout le monde sur le fait que c'est la mémoire qui fait que nous avons un monde. C'est la mémoire qui fait que nous avons autre chose entre nous, autre chose de quoi parler, et même on a l'impression que cette autre chose, on l'a, il marche, on le possède, on en bénéficie. Autre chose que le passage héraclitéen du temps. Il y a un premier rapport
ontologique à la vie humaine, où ce qui va nous dominer, c'est que tout passe, tout casse et tout lasse. Je cite Johnny Hallyday. Et donc ça, c'est le flux héraclitéen. Et si vous réfléchissez sérieusement à cette évidence massive de la fuite, ben, ça veut dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas Toulouse, il n'y a pas vous et moi, hein, parce que tout ça est en train de fuir et disparaître. Tout est pris dans une métamorphose et une fuite, et on a l'impression qu'on ne pourrait parler de rien, qu'on ne pourrait jamais rien reconnaître, qu'on ne pourrait jamais revenir nulle part. Alors je prends divers exemples. Je prends un exemple personnel qui est le boulevard Saint-Michel. Bon, là, vous reconnaissez le Parisien, mais bon. Étant donné la nature de la France, je pense que tout Français comprend le boulevard Saint-Michel. Et donc, j'explique tout ce que j'ai déjà vu se transformer dans le boulevard Saint-Michel et que je continue à appeler ça le boulevard Saint-Michel. Ça, c'est grâce à la mémoire que je peux continuer à parler. Pour que je puisse dire, je me souviens de l'époque où il y avait le Mailleux, où je me souviens de l'époque où il y avait la librairie des Puffs. Il faut la mémoire. Hein. Et donc, le boulevard Saint-Michel devient une unité stable qui supporte toutes ces choses. Mais évidemment, du point de vue de la fuite héraclitéenne, il pourrait ne plus y avoir de boulevard, il ne pourrait plus y avoir de Paris. Bon, vous savez qu'il y a la dérive des continents, les continents eux-mêmes, ce n'est pas stable, etc. Bon. Donc j'insiste là-dessus. Ce qui est faiseur de monde entre nous, c'est la mémoire. Donc premier point, on ne va pas lâcher la mémoire, parce que c'est le paramètre humanisant fondamental, parce que c'est ça qui installe un monde humain partageable, avec des individus, des mots, des phrases, des objets, et ainsi de suite. Ça, c'est le premier point. Et alors, deuxièmement, je reviens sur l'article de Lévinas de 1947, « Être juif », où déjà, Lévinas fait observer le même genre de choses. Hein, et en fait, c'est dans un débat implicite avec Sartre, et Lévinas commente l'existentialisme sartrien, et il dit qu'au fond, l'existentialisme sartrien, ce qu'il veut valoriser, ce par quoi il est fasciné, c'est le fait que nous sommes tournés vers l'avenir sans arrêt en train de transformer le monde. Et il y a toute une école de la philosophie contemporaine qui majore indéfiniment ça. Nous sommes une praxis qui métabolise la situation. Nous sommes un débordement. Nous allons vers une reconfiguration permanente de toute chose. Donc c'est le flux héraclitéen, mais vu comme passant par nous. Bon. Et alors ce que dit Lévinas, c'est que cette manière de valoriser l'ouverture sur le futur qui est la nôtre, finalement, c'est une valorisation du présent. Parce que, et ça c'est des choses que Sartre expose magistralement, hein, notre dépassement, il est toujours dépassement d'une situation. Hein. Donc ce qui est futurisant dans notre projet qui nous emmène au-delà de ce qui est, au-delà des choses, au-delà de la configuration objective, au-delà de la configuration subjective, hein, tout ça c'est toujours un dépassement d'une situation. Et Sartre dit que notre projet, il est révélateur de la situation elle-même. La situation est une fonction du projet. Hein. Mais donc la situation, c'est le présent. Donc cette manière de valoriser l'ouverture vers le futur, c'est en même temps une manière de nous installer éternellement, en un certain sens, dans la situation que éternellement nous dépassons. Donc finalement, la conséquence de tout ça, c'est une prévalence du présent, secrètement active, derrière cette valorisation du futur de la transformation. Et donc ce que j'essaie de soutenir, c'est qu'on a besoin de la mémoire. Bien sûr, il faut trouver des manières de valoriser la praxis de transformation. Et il y a des textes magnifiques de Lévinas où il valorise ça, hein, le plus beau étant Clair-Obscur, hein, dans Difficile Liberté, hein, sur la fête de Hanouka, hein, où il y a un paragraphe de Lévinas où il célèbre l'extraordinaire capacité de renouvellement qui est celle de l'humanité. Donc il faut célébrer, bien sûr, notre praxis, mais on a besoin encore plus avant et prioritairement de cette mémoire qui crée pour nous un monde humain partageable. Et j'ajoute que c'est uniquement... Alors, donc Lévinas dit que les Juifs, ils connaissent cette prépondérance, cette originarité, cette prévalence de la mémoire, parce qu'être juif, c'est être mandé par un passé extrêmement lointain. Qu'est-ce que c'est être juif? C'est être dans l'entreprise juive qui elle-même a été mandée et commandée, ou bien depuis la promesse, ou bien depuis le Sinaï. De toute façon, c'est des choses très anciennes qui lancent cette entreprise juive dans l'histoire. Et être juif, c'est être toujours concerné par ça, essayer d'être à la hauteur de ça. Donc,
la mémoire, elle est instituante pour l'humanité juive. On ne peut pas être juif et ignorer cette fonction instituante de la mémoire. Donc, ensuite, j'essaie de montrer que tout le monde le sait bien, que nous savons bien, nous, que... Alors, je dis, à la limite, prenez l'exemple des familles de révolutionnaires. Les familles de révolutionnaires, ils estiment que si à la prochaine génération, il n'y aura pas un nouveau pétroleur ou une nouvelle pétroleuse, il y a quelque chose de perdu. Donc, ils sont capables de valoriser, dans ce cas particulier, au moins le fait qu'on garde la mémoire de quelque chose, d'une mission dont on estime qu'elle nous concerne et qu'on a à être à sa hauteur. Je rappelle qu'on sait très bien que on ne peut pas comprendre ce que c'est que l'importance d'avoir des parents si on met complètement de côté cette importance de la mémoire. On ne peut pas comprendre ce que c'est que la chance et la grandeur du fait d'avoir des enseignants si on ne comprend pas cette fonction de la mémoire. Donc j'essaie de montrer que, en fait, tout le monde le sait bien, que quelque part, le sel de la terre, la possibilité d'une vie bonne, humaine et intéressante, c'est fondé sur la mémoire. Mais la tradition juive, et j'essaie d'expliquer, je donne des tas d'exemples, elle a énormément mis ça en valeur. Elle a proposé des manières de le vivre, comme par exemple la fête du Seder. Et donc, je me dis que l'humanité dans son ensemble peut comprendre ça, peut reprendre ça à son compte. Et étrangement, le devoir de mémoire, c'est un cas particulier de ça. C'est un cas négatif. C'est un cas où il s'est passé quelque chose de si grave que si on n'est pas capable de le recomprendre et de revenir vers lui, on n'est pas à la hauteur de notre humanité. Et donc, tout être humain, dans la mesure où il s'inscrit dans le devoir de mémoire, il partage quelque chose avec cette compréhension juive de la centralité de la mémoire. Voilà. Bon, alors, pour moi, je vais conclure et après, je vous laisse la parole. Ma conclusion, elle tiendra en quelques mots concernant ce que nous venons d'entendre. Au début du XXe siècle, il y avait un très grand mathématicien de nom Hilbert et il a établi un certain nombre de problèmes qui restaient à résoudre. Ces problèmes, il y a 20 ou 25 problèmes qu'il a posés qui ont orienté les mathématiciens de tout le XXe siècle. Là, nous avons quand même écouté un certain nombre de choses sur ce livre et il faut s'en rappeler, c'est un devoir de mémoire. Alors je vous dis, voilà, le livre est là, vous devez le lire. Maintenant, vous posez les questions. Merci. Peut-être vous avez déjà répondu à la question, mais qu'en est-il plus précisément du fait de la philosophie juive dans la philosophie occidentale, dans sa relation avec la philosophie occidentale, par exemple peut-être avec la philosophie allemande? Bon, c'est une question très intéressante. C'est le problème des conjugaisons, des hybridations, des mariages entre la tradition juive et la philosophie. Alors, on peut répondre à cette question de deux manières, sur le plan du principe et sur le plan historique. Alors, sur le plan historique, c'est quelque chose que Manitou soulignait volontiers, si je me souviens bien. Il y a deux grands mariages, apparemment, qui sont le mariage espagnol, d'il y a très longtemps, et le mariage allemand, plus récent. C'est-à-dire qu'il y a eu deux moments où il y a eu plusieurs auteurs qui ont essayé d'écrire quelque chose qui était entre la tradition juive et la philosophie. Pour l'époque espagnole, le plus célèbre, c'est Maïmonide, mais il y en a quelques autres. Et pour l'époque allemande, qui est plus proche de nous, on cite généralement les trois noms de Cohen, de Buber et de Rosenzweig. Donc ça, c'est les deux grands phénomènes historiques. Maintenant, si vous lisez le petit livre « L'habilitation » de Sophie Nordman, vous verrez qu'elle essaye une comparaison entre ce qui s'est passé en France et ce qui s'est passé en Allemagne, mais en Allemagne, c'est plus compliqué. En France, c'est plus compliqué. C'est plutôt qu'il y a eu que le fait juif est devenu un objet philosophique pour un peu tout le monde.
et des gens qui n'avaient aucune responsabilité particulière vis-à-vis de la tradition juive. Donc, c'est encore autre chose. Hein. Bon, donc, historiquement, on a surtout ces deux épisodes. L'épisode espagnol médiéval et l'épisode allemand fin du 19e, début du 20e. Donc ça, c'est la réponse historique. Maintenant, on peut aussi se poser le problème de savoir, dans le principe, quel peut et quel doit être le mariage. Alors, je pense que, je dirais qu'il y a premièrement, moi j'ai beaucoup réfléchi sur quel est le modèle disciplinaire pour comprendre ce que c'est que la tradition talmudique, c'est-à-dire la tradition où tous les sages, d'abord dans la Mishnah, il y a un énoncé de la loi, où on dit exactement ce que la loi enjoint, et puis après, il y a dans la Guémara une énorme discussion où les docteurs essayent de faire comprendre exactement comment la loi voit le monde, autour de chaque énoncé de loi, il y a une mise en perspective du monde humain. Et donc, dans la Guémara, on essaye d'élaborer ça et de le faire sortir. Et éventuellement, dans la Guémara, ils peuvent préciser les choses et ça peut valoir comme une modification apparente, au moins, du contenu de la loi. Donc, il y a tout ce travail. Alors, à quelle discipline faut-il rattacher ce travail ? Le rattachement le plus évident, c'est le droit, justement. C'est-à-dire, ça consiste à dire que la tradition talmudique, c'est le droit juif. Et en un sens, c'est littéralement vrai, puisque si vous regardez la tradition talmudique, vous trouverez justement des tas de questions qui sont traitées dans les autres droits nationaux. Vous trouverez un traitement du droit des dommages, vous trouverez un traitement du droit de l'emploi ouvrier, et ainsi de suite. Donc une première approche, c'est le droit. Mais en même temps, je vous rappelle que le projet juif, il ne faut pas le comprendre principalement de manière théologique, mais en même temps, il ne faut pas non plus le comprendre de manière purement immanente. C'est-à-dire qu'il s'agit d'arriver à une société qui serait infiniment à la hauteur de l'exigence infinitaire de l'éthique. Donc, la manière d'envisager les problèmes humains, qui est celle de la tradition talmudique, elle est infinitaire, si vous me permettez cet adjectif que les mathématiciens emploient beaucoup. C'est-à-dire que c'est un droit, mais qui est tourné vers l'infini, finalement, vers l'infini de ce que l'éthique peut exiger de nous. Et donc, finalement, l'intelligence qu'il faut mobiliser pour se pénétrer complètement des raffinements de la discussion du Talmud, pour toutes les raisons que je viens de dire, parce qu'il s'agit de déterminer une certaine perspective sur le monde humain, et parce que cette perspective est infinitaire, ça n'est pas sans affinité avec ce que la philosophie a élaboré au fil des siècles. Et je dirais que, par exemple, moi, je suis un amoureux de la philosophie totalement immodéré, et une des choses que je dis régulièrement, c'est que la philosophie aide à tout comprendre. Que si vous apprenez la philosophie, vous allez étudier la géographie, vous allez comprendre mieux la géographie. Vous étudiez la physique quantique, vous allez comprendre mieux la physique quantique, etc. Et je pense que ça s'applique aussi au domaine talmudique, que les lumières de la philosophie sont mobilisables. Réciproquement, pour un philosophe qui, normalement, en tant que philosophe, est ouvert à toutes les manières d'employer l'intelligence, l'exemple extraordinaire de la tradition talmudique devrait être pris en compte. Donc, quelque part, pour moi, il y a une légitimité de principe à ce qu'il y ait une tentative de mise en regard, de confrontation et de travail conjoint entre la philosophie et la tradition talmudique. Maintenant, quelque part, ce n'est pas non plus nécessaire, en un sens. On voit bien que la philosophie peut suivre son cours sans ça, la tradition talmudique peut suivre son cours comme ça, sans ça. Mais on sent en même temps que depuis toujours, il y a une espèce on envisage la chose. Bon, je me limiterai à ça. Oui, au tout début de la présentation, Georgie a insisté sur le point que le judaïsme n'était pas une religion. Et on n'est pas vraiment revenu, c'est un point qui me semble extrêmement important, on n'est pas vraiment revenu sur ce point-là après. Si j'ai bonne mémoire dans le texte, une religion se caractérisait, dans le bouquin, dans le livre, par trois choses, je ne me souviens que de deux. Une religion, ce serait à la fois une croyance et une promesse.
la croyance ontologique en un être suprême ou quelque chose comme ça, et une promesse qui est que si on est à la hauteur des commandements, ben on va bien s'en sortir après, donc une promesse assez puissante. Et donc le judaïsme ne serait pas ça, ne se serait engagé ni dans cette croyance ni dans cette promesse. Et ma question, c'est, un, est-ce que vous pouvez revenir un peu dessus pour l'élaborer? Et deux, et cette question s'adresse peut-être aussi bien à Georgie qu'à vous, est-ce que cette affirmation-là, est-ce qu'on peut exhiber des textes fondateurs du judaïsme, ou des textes qui font autorité universellement dans le judaïsme, qui en attestent? Alors, il y a eu une indétermination sur qui doit répondre. Bon. Alors évidemment, c'est un des problèmes qui est posé parce que dans le chapitre sur le fait juif à la lumière de la loi juive, ce dont je pars, c'est d'une incompréhension qui est l'incompréhension du christianisme à l'égard du fait juif, et cette incompréhension consiste principalement à le comprendre comme religion. Et donc là, je pense à ce qu'on trouve quand on lit Pascal. Dans les pensées de Pascal, le judaïsme est décrit comme la fausse religion. Et donc, toute la discussion de Pascal tourne autour de quelque chose qu'il identifie comme une religion, mais qui doit être dépassé par une autre religion. Alors c'est plus compliqué parce que Pascal identifie aussi le fait juif comme le fait d'un peuple, dans les mêmes textes. Hein. Bon, ça prouve que Pascal est plus malin que beaucoup d'autres. Mais ce que nous savions par ailleurs. Donc voilà. Alors, j'essaie d'expliquer en quoi consiste cette méprise. Donc, il y a par exemple le biais de l'Ancien Testament. Donc, on pense que c'est une religion et que cette religion, elle est directement exprimée par l'Ancien Testament. Ça, c'est l'approche chrétienne standard. Alors, donc en fait, c'est pas une religion, c'est une loi qui est destinée à un peuple et qui doit entraîner ce peuple vers le projet de la construction d'une société juive. Hein. Et donc, les attendus de cette loi, ils ne sont pas à trouver dans l'Ancien Testament. Il y a une esquisse juste de la loi dans l'Ancien Testament, mais cette esquisse, elle n'a pas autorité comme telle. C'est uniquement dans la mesure où certains contenus sont repris dans la tradition talmudique que ça constitue effectivement la loi juive. Et alors donc, effectivement, comme disait Michel, qu'est-ce qui est une religion? Dans le concept de religion qu'on a à partir du christianisme, qui est le terme de référence dans ce débat, une religion, c'est quelque chose qui a au départ la thèse de l'existence d'un Dieu, donc on est près du sujet de notre colloque, hein. Et deuxièmement, ce Dieu, peut-être qu'il nous demande des choses, mais en même temps, il nous promet une vie au-delà de la mort sans limite. Et donc, j'essaie d'expliquer dans le livre que tout ça n'est pas du tout en position centrale dans le judaïsme, qu'il n'y a pas d'exigence de croire, hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas simplement la thèse de l'existence de Dieu, il y a l'idée que ce qui détermine les chrétiens comme tels, c'est la foi. Hein. Donc je rappelle l'épisode comique raconté par Hannah Arendt, où quand elle est envoyée à l'école juive, quand elle est petite et adolescente, et qu'elle est révoltée, elle se lève sur sa table et elle dit « Je ne crois pas en Dieu », et le rabbin lui dit « Mais personne ne vous le demande. Hein. » Bon. Donc je rappelle cet épisode qui est rapidement illustratif. Hein. Bon, je rappelle ce que je sais par Georgie, c'est-à-dire que le Gaon de Vilna expliquait que le prédicat d'existence n'était pas adapté à Dieu. Donc attribuer l'existence à Dieu, c'était une erreur de catégorie, comme on dit après Wittgenstein. Hein. Donc ça c'est un maître important. Hein. Donc voilà, et je rappelle que de même la promesse, ce qui est important, c'est de savoir que la Torah est un texte ouvert vers le maximum, vers l'infini, mais se faire une idée précise et déterminée d'une immortalité qui nous serait techniquement promise, c'est pas au centre de ce qui est véhiculé par la tradition juive. Donc voilà, alors j'ajoute quelque chose parce que très souvent quand je dis ça, les gens me disent « Mais quand tu dis ça devant des juifs pieux, tu dois te faire mal recevoir. » Alors je voudrais expliquer deux choses à cet égard. Il y a effectivement beaucoup de juifs qui ont une conception théologique, c'est-à-dire qu'ils considèrent que tout ce qu'ils font, leur observance de la loi, c'est en rapport avec quelque chose qui désigne comme
un être à l'origine de tout l'être, hein, qui serait Dieu. Hein. Ça existe, c'est vrai. En particulier, pour ce que j'ai compris, c'est le langage, au moins de surface, qui est affiché par tous les milieux dits chassidiques. Hein. Mais néanmoins, même ceux-là, quand ils déterminent ce qu'ils ont à observer, ils vont voir les décisions humaines des docteurs. Hein. Donc, même celui qui est dans l'optique théologique, il fait la même chose que les autres. C'est-à-dire qu'il est obligé de suivre une loi qui est massivement et sans contestation possible humaine. Donc je rappelle ce que disait Georgie dans son premier livre, Exploration talmudique, hein, la révélation se décide à la majorité. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on appelle révélation, c'est ce que la majorité des docteurs a tranché. Ça, d'abord, c'est mon premier argument. Et mon deuxième argument, c'est que j'ai eu, depuis que je fais la promo de ce petit bouquin, il m'est arrivé au moins 2 fois de parler devant un auditoire où il y avait un vieux juif qui avait appris le judaïsme dans les yeshivas, dans les shuls et les yeshivot du monde ashkenaz perdu, hein, des gens qui miraculeusement ont survécu. Hein, et donc ils ont appris dans le contexte le plus pieux qu'on puisse imaginer. Et 2 fois ils m'ont dit, et c'est quelque chose qui m'a bouleversé et que je veux partager avec vous, ils m'ont dit, c'est exactement ce qu'on m'a appris quand j'étais petit. C'est pas les mêmes mots, mais c'est la même chose. Voilà. Le temps pour une dernière question courte. Ou courte question. Commutatif. Pas de questions. Donc, on va s'arrêter sur ces mots. Merci.